Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du chevalier qui devient super-héros. Pour commencer, la figure du héros, c'est ce qui permet l'identification dans un récit et dans un mythe. Le spectateur va alors se mettre à sa place pendant le temps de la fiction. Il représente le personnage capable de s'aventurer hors du monde, de la vie habituelle. Il surmonte les épreuves, remporte des victoires et partage les bienfaits de cette réussite. Il est celui qui a vaincu l'adversité pour tous. De l'amour courtois à Tolkien, en passant par les Trois Mousquetaires et Arsène Lupin, l'esprit chevaleresque, né au Moyen-Âge, est loin d'être oublié de nos jours. Que ce soit au cinéma, en bande dessinée, dans la publicité, ou pour des raisons politiques, la figure du chevalier apparaît encore aujourd'hui comme porteuse de valeurs qui font rêver et en laquelle un large public se reconnaît. C'est moins qu'il n'en fallait pour susciter l'engouement des foules de toutes les époques, toujours désireuses de rêves et d'aventures, mais aussi des créatifs de tous bords. Ainsi, les chevaliers ornent les paquets de gâteaux pour enfants, Prince, Mikado, et apparaissent dans des films ou séries à la télévision, en version médiévale, Lancelot le premier chevalier, le roi Arthur, chevalier. Dans des versions fantastiques, La guerre des étoiles, Matrix, ou encore dans l'heroic fantasy, Le Seigneur des Anneaux, Eragon, Game of Thrones. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on les appelle aussi super-héros. Le succès auprès des grands comme des petits, des films issus de célèbres bandes dessinées, Batman, Spider-Man, Iron Man, Thor, les Avengers, ou des séries, Ivanhoe, Zorro, Superman, illustrent bien l'attraction qu'exerce encore l'idée que représente le chevalier aujourd'hui. Dans l'histoire de l'art. Revenons sur ce qu'est un chevalier. On l'imagine, tout habillé de fer, de cette armure redoutable qui brille et protège, assis sur son noble destrier et partant à l'assaut d'étranges châteaux, armé de son épée et de sa lance. Il fait alors la rencontre d'étranges personnages qui le mettent à l'épreuve au fond des forêts. Il combat aussi lors des tournois, devant les dames, qui ont le regard rempli d'amour. Il s'assoit encore à la table ronde du grand roi Arthur, le roi qui porte la célèbre épée Excalibur. Le chevalier, c'est aussi un homme qui relève d'un ensemble de codes, de valeurs engagées dans l'aventure, de la quête héroïque, ponctuée d'épreuves, couronnée de prouesses. L'amour, l'errance, le merveilleux, la folie, le sens et les batailles sont autant d'éléments de sa quête qui font de lui un archétype du héros occidental, un héros de légende qui continue de faire rêver. Les romans de chevalerie apparaissent au XIIe siècle. Ceux-ci racontent les exploits des chevaliers. L'auteur le plus représentatif de cette période est Chrétien de Troyes. Il reprend, à travers ses romans, la figure centrale du roi Arthur, ainsi que les autres chevaliers de la table ronde. Le mot chevalier, lui, vient de cheval, puisqu'à l'époque, personne ne pouvait monter à cheval sans posséder le titre de chevalier. Le chevalier et le héros au sens large a très largement inspiré les peintres et artistes de tout temps. Par exemple, vers 1750, Claudio Francesco Beaumont, répondant à une commande royale, réalise Alexandre le Grand et la famille de Darius. La scène représente Alexandre le Grand, ici en pied devant son trône, qui vient de vaincre son ennemi perse Darius. Alexandre le Grand est présenté comme un héros guerrier, dont les attributs, le trône, l'armure, le bâton du pouvoir, la cuirasse et la posture magistrale, confirment ce statut. C'est également le héros magnanime qui nous est montré ici, celui qui déclare à la femme de Darius, venue implorer sa clémence, qu'elle et sa famille trouveront protection auprès de lui. Le peintre s'emploie à travers ses toiles à exalter les vertus royales, offrant ainsi à son souverain l'occasion de s'identifier aux vies héroïques des hommes illustres de l'histoire. En 1784, c'est un autre artiste, cette fois Jacques-Louis David, qui peint le tableau Le Serment des Horaces. Dans ce tableau, il présente la figure du héros, comme celle qui exalte les vertus morales, héroïques et patriotiques, le courage, le don de soi. Au-delà des héros grecs et romains, l'artiste recherche la perfection de la composition dans la mise en scène des personnages, du décor. Une présentation en frise, comme un bas-relief inspiré de l'Antiquité, une architecture romaine, un ensemble très statique puisque l'instant, lui, est figé. La composition est construite pour faire converger les regards vers le centre, au niveau du bras et des glaives. C'est un moment crucial. Les frères prêtent serment à leur père
de sacrifier leur vie pour la patrie. Les lignes de fuite du carrelage au sol et des murs aboutissent au point de fuite central où culmine la tension thermatique. La sensation de rigueur, due à la géométrisation de la composition horizontale et verticale, donne sa stabilité à l'image. Le rythme est ternaire. Nous avons 3 groupes de personnages, le père, les fils, les femmes, 3 arcades, 3 fils. Le chiffre 3 est omniprésent. Il est symbole de stabilité, de perfection. Nous pouvons aussi retrouver la symbolique du devoir. Nous avons le rouge dans les costumes des hommes, qui vont exprimer force, virilité, puissance, action et courage. Le blanc, lui, est symbole de pureté. Habit d'un des fils et d'une femme. Le bleu, lui, va renvoyer la sagesse, la paix, la vertu et la foi. Ces couleurs renvoient donc toutes à un message patriotique. Du XXe siècle à nos jours. Les artistes ont par la suite cherché à s'identifier eux-mêmes à cette figure chevaleresque, cette figure héroïque en mutation. Par exemple, l'œuvre The Hero de Marina Abramović. Celle-ci présente une image iconographique de l'artiste chevauchant un cheval blanc dans la campagne, tout en portant un grand drapeau blanc. Ni elle, ni le cheval ne bougent, et une voix off est entendue chanter et fredonner une chanson populaire yougoslave dédiée aux héros conquis. La présence importante de chevaux à Montemedio et le charisme de son propriétaire Antonio Blasquez lui rappelaient une figure paternelle, un héros national yougoslave qui montait un cheval blanc pendant la guerre. La posture de l'artiste et les attributs du héros chevaleresque sont alors reproduits dans cette performance. Olivier Blancard refait lui des héros de tout temps qu'il apprécie. Il les imite avec beaucoup d'humour et les choisit pour leur statut iconique. Pour chaque autoportrait, une histoire se réalise. Celle de la recherche des accessoires qui vont mener à comprendre et connaître le héros de la culture populaire qu'il cherche à reproduire. La culture populaire s'étant très grandement accaparé cette figure du héros mythique en la figure aujourd'hui du super-héros. Puisque les super-héros, tels que nous les connaissons aujourd'hui, naissent au début des années 30 aux États-Unis. Le premier d'entre eux, The Shadow, qui est né en 1931, qui sera d'ailleurs l'une des inspirations de Bob Kane lors de la création du Batman. Mais viendra avant Superman en 1938, avant l'arrivée justement de Batman en 1939. Seront suivis par Captain America et Robin en 1940. C'est la première vague de création de super-héros. Si une chose est sûre, c'est donc bien que les super-héros et les comics books relèvent du mythe. Ainsi, comme l'écrit Mircea Eliade, les personnages des comic strips présentent la version moderne des héros mythologiques et folkloriques. Une preuve supplémentaire de leur parenté mythique est la constante réappropriation, par les différentes générations d'auteurs, de la genèse et de la mort des héros. En plus de se situer dans un temps qui est celui de la fiction, on assiste ici à une répétition générationnelle des origines, une sorte de ritualisation de la narration. On peut prendre l'exemple de Spider-Man, qui représente, entre autres choses, les transformations que chacun d'entre nous connaît à l'adolescence. Il s'agit donc, avec les figures de super-héros, de proposer des éthiques, c'est-à-dire de proposer des actions exemplaires, et par là de donner sens au monde. Il ne s'agit pas de faire des comics books des vecteurs de la morale, même s'ils le sont certainement. De même, Batman n'est pas simplement une fable sur la justice et la vengeance. Il représente également cette quête de vérité. Au travers de sa lutte contre les criminels, Batman, lui, est constamment en recherche de son identité. Raymond Petitbon va utiliser cette figure du super-héros et la mettre à mal. Il va s'en servir comme un objet de dénonciation des différentes politiques américaines. Certains artistes ont alors réutilisé cette figure, notamment Gilles Barbier, qui met en scène son propre clone, autoportrait agissant dans des postures distinctes et contradictoires. En 2002, il se représente en ivrogne ou en super-héros grabataire dans l'installation L'Hospice. Dans cette volonté de parfaire l'illusion de la réalité, ces sculptures hyper-réalistes renvoient autant à la forme populaire des statues du musée Grévin qu'à l'art sculptural américain de Dwayne Hanson.
Dans son travail, les clones, personnes de petite taille sculptées à l'image de l'artiste, celles-ci revêtent une multitude d'expressions, comme une multitude de personnalités différentes, du mendiant au seigneur et à tous ses attributs. Ce processus de désacralisation du super-héros va de pair avec un processus de mythologisation de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Si David Bowie chante depuis les années 70, une artiste comme Dulce Benson clame, elle, We are heroes every day. Basée à New York, cette photographe mexicaine a transformé en super-héros les immigrés latino-américains dont le salaire, souvent misérable, sert à nourrir leurs familles restées au pays. Chaque photographie de sa série The Real Stories of Superheroes est accompagnée d'une légende où figure le nom du travailleur, sa ville de naissance, sa profession et la somme qu'il envoie régulièrement aux siens. Après le 11 septembre 2001, raconte l'artiste, j'ai constaté que les médias rendaient hommage à tous ceux qui participaient à la reconstruction de New York, mais oubliaient ceux qui sont toujours dans l'ombre, à savoir les immigrants. J'ai voulu rendre hommage à ces gens qui sont, selon moi, des super-héros dénués de super-pouvoirs, mais armés de tout leur courage et de toute leur volonté dans une société qui les ignore. Car la figure du héros chevaleresque, en devenant super-héros, traverse aujourd'hui différents genres. Il est aujourd'hui le chevalier Jedi, il est le migrant, l'aide-soignant, ou encore, comme dans le travail de Sacha Goldberger, un super-héros chevaleresque. Restez créatifs, au revoir.